Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Montèche en Tarn-et-Garonne pour l'épisode 2 de notre web-série Les Parisiennes et la thématique du jour est le pique-nique. Et donc du coup au menu, salade de pâtes, rocamadour accompagné de son pain qui est du coup un fromage local et tarte aux pommes pour le dessert. Rendez-vous du coup chez Samuel, artisan boulanger. Et donc là nous sommes à côté d'un champ de blé et nous allons voir avec Samuel et sa maman comment on passe du blé tendre au pain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée en fait tout simplement de te lancer dans la fabrication de pain en plus de l'exploitation céréales. Du coup, moi j'ai fait l'armée avant et il était prévu que je revienne sur la ferme et il a fallu trouver une activité supplémentaire pour dégager un quatrième salaire parce qu'on est quatre du coup. Et du coup, moi j'avais été attiré toujours un peu par la cuisine et tout ça. Du coup, on a réfléchi comment faire et on voulait trouver une solution pour valoriser la céréale qu'on vend à un prix qui est vraiment pas très élevé. Et donc on a eu avec moi, mes parents, de la transformer en farine et après avec la farine de blé tendre du coup de faire le pain. Et avec la farine de blé dur de faire des pâtes. Et donc c'est quel type de pain? Donc là c'est du pain donc 100% au levain. Donc on fait un mélange de 3 blés différents. Il y a 2 blés de variété ancienne et un blé de variété plutôt moderne pour qu'il y ait du goût et apporter plus de saveur dans le pain. Et après c'est du pain que vous vendez en vente directe ou qui vient dans des boulangeries? Tout en vente directe. Donc sur les marchés, à la ferme, et après on fonctionne avec un drive fermier, le drive de la chambre d'agriculture. Et du coup au niveau des marchés, etc., ça représente, en termes de temps consacré entre la fabrication, la vente et tout ça, ça représente combien de temps à peu près en moyenne Je me doute beaucoup. On passe pratiquement autant de temps à vendre qu'à fabriquer quoi. D'accord. Du coup, on fait trois fournées par semaine et on fait 5 marchés dans la semaine, plus 2 après-midi à la maison. Ça, c'est la façonneuse du coup à baguette. Voilà. Ok. Alors, du coup, ça évite parce qu'à la main, on a tendance à trop appuyer sur la pâte et à trop la tasser. Et là, l'avantage de la machine, c'est que ça matraque moins la pâte et du coup, ça fait un pain un peu plus aéré. Et en plus de ça, ça fait gagner du temps. Je fais le ménage en même temps. En général. On retrouve aujourd'hui Isabelle sur son exploitation de chèvres pour savoir du coup comment on fabrique le rocamadour. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait le choix de faire du rocamadour? Je pense que la première raison, c'est parce qu'on est gourmand, donc on aime le bon fromage. Et puis aussi parce qu'on aime beaucoup les animaux, on aime travailler avec les chèvres, qui sont des animaux assez rigolos, qui nous font bien rire tous les jours. Et puis parce qu'on aime bien s'occuper des animaux, quoi. Donc voilà. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps, te présenter un peu, présenter donc la ferme de L'Asperrière là où on est aujourd'hui, depuis combien de temps vous êtes installée? Oui. Donc Isabelle, on est installé depuis 3 ans. Donc en septembre 2018, on a repris la ferme qui appartenait au monsieur qui habite juste à côté et qui exploitait cette ferme depuis 20 ans. Et qui a monté le bâtiment, qui a tout créé. Et donc nous on a repris son activité telle qu'elle était au départ. On s'est installé à 3 personnes.
Isabelle, du coup, que mangent tes chèvres pour faire justement du bon rocamadour et du bon fromage de chèvre? Alors, elle commence le matin par manger un petit déjeuner de foin. Ok, donc ce qu'il y a là, Qu'il y a par terre. Ensuite, elle va avoir une ration à partir de grains qui est produit sur la ferme. Et ensuite, elle va avoir un repas plus tard dans la matinée d'herbes fraîches qu'on ramasse chaque jour, donc le midi et le soir. D'accord, Voilà. donc elles sont bien chouchoutées avec Voilà. toute la bonne alimentation qui va bien. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va faire en fait un bon lait justement? Comment elles vont te donner du bon lait et comment tu le sais aussi? Oui, donc le lait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait assez de protéines pour faire du fromage. Donc ça, c'est avec l'herbe, il y a un apport de protéines qui est assez conséquent. Et ensuite, il faut aussi qu'il soit assez gras. Donc ça, c'est tout ce qui est apporté avec l'énergie du maïs, par exemple. Donc un bon équilibre alimentaire permet d'avoir un bon lait pour faire du fromage. D'accord. On sait, Isabelle, que le rocamadour que vous produisiez est une AOP. Qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur et quelles sont les garanties? Donc l'AOP nous donne un cahier des charges à suivre, donc au niveau alimentaire, au niveau de la fabrication. Et ensuite, donc le consommateur a la garantie que l'alimentation est produite en grande partie sur la ferme, que les chèvres consomment du foin et non pas des aliments comme l'ensilage ou l'enrubanage. Donc c'est une garantie pour la qualité ensuite du fromage. Et puis ensuite, au niveau du produit fini, en fait, il y a aussi des commissions de dégustation qui sont faites, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se réunissent tous les mois et qui dégustent les fromages qu'on produit pour voir s'ils entrent dans la catégorie rocamadour, s'ils sont agréés comme rocamadour. Et bien, bonne dégustation. À ton rocamadour. Rendez-vous chez Yvon en arboriculture pour découvrir comment on cultive les pommes. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Yvon. Arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Donc Yvon, peux-tu nous expliquer? Donc là, on est sur ton exploitation de pommes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais d'abord, je suis en grec avec mon fils et ma belle-fille. On a 70 hectares de pommes. On a aussi 3 hectares de kiwis. On vient d'en planter 3 hectares de plus. Donc après, on a du maïs mince, on a des chèvres. Donc voilà, on a une exploitation, je dirais, dynamique. Alors Yvon, on a remarqué là, au fond, il y a une machine. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elle sert? Mais aujourd'hui, je dirais, dans l'agriculture, pour trouver des salariés, il faut qu'ils aient un confort de travail. Alors ces machines-là servent, je dirais, à avancer avec les salariés sur la machine à la hauteur, je dirais, du travail. C'est-à-dire comme ces pommiers font 4 mètres, il faut qu'on ait un salarié tous les mètres à la hauteur. Et c'est un escalier, donc ça permet, disons, aux salariés d'être à la hauteur. Alors pourquoi faire? Pour éclaircir des pommes, c'est-à-dire qu'un pommier fait beaucoup de fleurs. Et puis maintenant qu'il y a la nouaison, c'est-à-dire qu'on voit les pommes petites qui vont rester, il faut qu'on laisse une pomme à 2 par bouquet pour qu'il y ait, disons, une grosseur de calibre et une qualité gustative, disons, qui soit bonne pour le consommateur. Ici, ils sont beaucoup plus petits. Ils atteignent vraiment pas les 4 mètres. Du coup, pourquoi? Alors ici, disons, il y avait une variété qu'on a voulu renouveler parce que économiquement, je dirais, aujourd'hui, elle était plus bonne. Quand je parle économiquement, c'est le prix de vente. Donc là aussi, quand on parle de plusieurs métiers dans l'agriculture, là aujourd'hui, je dirais, on a eu des greffeurs. C'est-à-dire qu'on coupe l'arbre, on fait une encoche et on met un greffon dedans, je dirais, qui est une nouvelle variété qui correspondra mieux, je dirais, au commerce. Et dans 2 ans, on aura les mêmes arbres qu'on a à côté, que ça a été fait, disons, il y a 2 ans. Donc ça permet de renouveler et que le plant de pommier fasse une autre génération de pommes. D'accord, donc ça leur permet vraiment une nouvelle vie, quoi. Mais fait, voilà, pour ça fait, l'originaire, 10 ans de plus de récolte. D'accord, oui, quand même. Voilà. On voit ici le classique tuyau jaune d'arrosage qu'on connaît tous. Est-ce que tu peux nous dire à quoi il te sert ici? Mais cet arrosage, il nous sert à 2 choses. Tout d'abord, je dirais, à arroser quand il fait sec l'été pour que les plantes ne souffrent pas. Et puis cette année, comme on sait qu'il y a eu un épisode de gel important, on a arrosé toutes les nuits, disons, pendant 12 nuits de fil, pour permettre de protéger nos pommes et les fleurs. Ce qui a permis, comme à côté, on le voit, qu'il y a une belle récolte de pommes, parce que l'eau protège contre le gel.
que tu peux nous dire un petit peu sur la partie production, parce que quand on a des pommiers chez nous, en fait, on les récolte les unes après les autres et on les mange directement dans le jardin. Et quand on est producteur, du coup, pour les pommes ou autres fruits d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment tu les récoltes? D'abord, je dirais, il y a un test pour déclencher la récolte, c'est-à-dire qu'on fait des analyses de sucre et de fermeté pour que le consommateur ne soit pas déçu qu'elle soit bonne. Et quand on a le sucre et la fermeté, on passe déjà 3 fois pour ramasser en fonction de la couleur, puisque la couleur est importante. Et après, elles sont ramassées manuellement et posées manuellement dans la caisse parce qu'elles sont très sensibles aux mâchures. D'accord.